nouvelle semaine sur la première Yorana. Je suis heureuse de vous retrouver. À la une de l'actualité de ce lundi, attention aux fausses annonces en ligne qui promettent de gagner de l'argent facilement et rapidement, mais qui s'avèrent être des arnaques. Une victime témoigne dans un instant. 18 jours après le renversement du gouvernement Michel Barnier, le nouveau Premier ministre et Emmanuel Macron ont réussi à composer une nouvelle équipe gouvernementale. Manuel Valls est nommé aux Outre-mer. Elle rentre au Fénois sans écharpe, mais peut-être plus mature qu'il y a quelques mois. Temanava Domingo a retrouvé son pays et ses proches. La Miss Tahiti nous raconte son aventure Miss France. Elle est notre invitée ce soir. Pour le réveillon de Noël, vous choisissez quoi ? Cuisine asiatique ou repas polynésien revisité. 2 chefs cuisiniers partagent leurs recettes. Ce soir, on vous invite à avoir les papilles en émoi dans ce journal. Et les personnes à mobilité réduite réveillonnent avant l'heure. L'association Humamero profite d'un moment convivial avec ses membres. Kaline Liénard et Marcel Bonneau nous partageront le menu. Il n'y avait a priori pas de raison de se méfier de cette offre d'embauche. Elle consistait à vendre des véhicules d'occasion. Mais celle que l'on appellera Teina, comme tant d'autres, a été piégée. Je pensais effectuer un travail honnête jusqu'à ce que je sois convoquée par la police, a-t-elle expliqué. Une enquête judiciaire est aujourd'hui en cours. Les explications de Heidi Enko et Dylan Fels. Aujourd'hui même, acheter une voiture peut être une arnaque. De plus en plus de Polynésiens sont attirés par des annonces de véhicules d'occasion à bas prix, sauf que ces biens, quelquefois, n'existent pas. On peut se retrouver soit auteur, soit victime effectivement d'infractions suite à des annonces qui promettent soit des produits en échange, soit des services, soit souvent une rémunération très attractive depuis les réseaux sociaux. Cette dame, que nous nommerons Teina, a accepté de témoigner. Elle dit avoir participé à une telle arnaque sans le savoir, alors qu'elle cherchait un complément de revenus. Une offre d'emploi d'une soi-disant société qui proposait, qui nous demandait de réceptionner l'argent. Et voilà, nous, avec cet argent, on allait chercher des coupons PCS et qu'on envoyait par MP. Et toi, tu touchais combien par exemple par revue 10 000, voire 20 000 francs par transaction. Au bout de quelques mois, c'est la police qui la convoque et lui annonce que plusieurs plaintes à son encontre ont été déposées. J'étais choquée, bien sûr, parce que voilà, j'ai cru faire un travail honnête, mais voilà, il s'avérait que pas du tout. D'où je dis, on n'est ni victime, on n'est ni coupable ni victime, on est entre les deux. Mais maintenant, voilà, c'est dans la main de la police. Son monde s'écroule quand elle découvre que son job est une escroquerie. Elle sera devant le juge en janvier. Dans cette histoire, les victimes des acheteurs potentiels discutent avec le vendeur. Lui a recruté via les réseaux des Polynésiens comme Teina. Le commanditaire fait une fausse vente. Au moment du paiement, c'est l'intermédiaire polynésien qui reçoit l'argent. Puis via des coupons PCS que l'on peut trouver par exemple dans un tabac, l'argent est envoyé à l'international ou en France au commanditaire. Le client ne reçoit jamais le bien, l'intermédiaire touche une commission et le commanditaire empoche le fruit de son arnaque. Il y a une incidence directe en fait, puisqu'ils peuvent être considérés comme étant complices de l'auteur principal, de celui qui a pratiqué l'escroquerie, à condition, alors là, il y a toujours en matière d'infraction pénale 2 éléments. Un élément matériel, là il y est, c'est d'avoir récolté des sommes d'argent pour les reverser au commanditaire. Et puis un élément moral, c'est-à-dire le fait d'avoir conscience que c'est frauduleux. Alors c'est peut-être là effectivement où ces gens-là qui pensaient avoir un revenu d'appoint, eh bien se retrouvent finalement victimes aussi, dans une moindre mesure. Selon l'association de défense consommateurs Que Choisir, ce sont des réseaux menés depuis l'Afrique qui mettent en place ces arnaques et utilisent les coupons PCS difficilement traçables. Avant d'acheter quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, renseignez-vous, demandez le maximum d'informations et pour un bien, demandez à le voir. Il existe aussi une plateforme qui informe sur ce genre d'arnaque sur la toile. Aujourd'hui, il faut redoubler de vigilance. Il y a ceux qui entrent et d'autres qui restent. La composition du nouveau gouvernement a été dévoilée ce lundi matin. Elisabeth Borne, Gérald Darmanin et Manuel Valls sont de retour. L'ancien chef du gouvernement est d'ailleurs nommé ministre des Outre-mer. Le détail de la liste avec Christelle Miral. Enfin, le secrétaire général de l'Élysée annonce le nouveau gouvernement, avec des figures connues des Français. Bonsoir mesdames.
et 4 ministres d'État. Elisabeth Borne signe son retour au premier plan. Ancienne première ministre, elle devient ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Gérald Darmanin revient aussi en première ligne et devient garde des Sceaux. Bruno Retailleau, sans surprise, il reste ministre de l'Intérieur. Une autre figure du paysage politique longtemps marquée à gauche est nommée. Monsieur Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Ses anciens camarades socialistes sont très critiques. Manuel Valls, qu'est-ce qu'il incarne sinon? Pas grand-chose finalement, à part lui-même et sa propre ambition. Parmi les entrants, un inconnu du grand public, Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances. Jusqu'ici, il était président de la Caisse des dépôts, marqué à gauche. François Rebsamen hérite de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Ancien ministre de François Hollande, il avait rallié Emmanuel Macron en 2022. Et puis, il y a ceux qui restent. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, un très proche du couple présidentiel. Jean-Noël Barrot reste ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Rachida Dati conserve le portefeuille de la culture. Du déjà vu, ironise le Rassemblement national. C'est en quelque sorte l'intersyndicale de la faillite. Ça fait penser à un gouvernement qu'on pourrait appeler Barnier 2. Xavier Bertrand, bien que sollicité, indique dans ce communiqué avoir refusé de participer à un gouvernement de la France formé avec l'aval de Marine Le Pen. Le RN avait vivement critiqué sa possible nomination à la justice. Au final, un gouvernement paritaire, mais pas si resserré que ça, 36 ministres et sans réelle prise de guerre à gauche, comme l'espérait François Bayrou. Et en Polynésie, le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron ne fait pas plaisir à tout le monde. Le président du pays, Moetai Bruderson, estime que c'est un gouvernement trop à droite, à son goût. Il se satisfait néanmoins de la reconduction de Jean-Noël Barrot au ministère des Affaires étrangères, car c'est avec lui que les discussions sur le processus de décolonisation ont été entamées. On l'écoute, il répond à Marcel Bonneau. Ma priorité, c'est d'abord le ministre des Outre-mer. Je dois voir également le ministre des Affaires étrangères, si possible le ministre de l'Économie, parce qu'on a certains sujets comme la revalorisation du 3IF qu'il faut discuter avec le ministère de l'Économie. Et si j'ai le temps, et s'il a le temps surtout, parce que son agenda est a priori plus encombré que le mien, effectivement, M. Bayrou, mais que je connais déjà un petit peu. Moetai Bruderson qui se rendra à Paris le 11 janvier pour rencontrer ses nouveaux interlocuteurs. Ce 23 décembre marque également la journée de deuil national fixée par le président de la République. Le premier depuis 1930 à la suite d'une catastrophe naturelle. Dans tous les territoires français, les drapeaux des bâtiments publics sont en berne en hommage aux victimes du cyclone Chido qui a dévasté l'archipel de Mayotte. Une minute de silence a été observée à 11h. Le bilan provisoire s'élève à 35 morts et environ 2500 blessés. Mais les autorités qui craignent un nombre de victimes plus élevé ont diligenté une mission de recherche. Xavier Marotel répond à Marcel Bonneau. On est tous des compatriotes, on peut être que sensible au drame qui a frappé Mayotte, quand on est également sensible au drame qui a frappé le Vanuatu. Et donc on sait bien qu'après ces grandes catastrophes naturelles, il faut plusieurs jours pour se relever. C'est toute une chaîne de secours, d'assistance et de solidarité qui s'est mise en œuvre, auquel la Polynésie participe. Et ce seront finalement 5 millions de francs pacifiques d'aide qui seront débloqués pour Mayotte par le gouvernement polynésien et 15 pour le Vanuatu. Mais selon Tahiti Info, ces deux territoires ne recevront pas ces fonds avant un mois. Cette demande sera étudiée par la Commission des finances demain, puis étudiée par les élus de l'Assemblée fin janvier. Elle est de retour, la tête remplie de merveilleux souvenirs. 9 jours après avoir vécu l'un de ses plus beaux rêves, comme elle le décrit, Temanava Domingo retrouve la chaleur de son pays. Miss Tahiti, qui avait porté les couleurs de la Polynésie au Futuroscope de Poitiers, s'est hissée jusqu'au top 15. Elle se confie ce soir sur l'aventure Miss France. Temanava Domingo Yarana. Yarana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors au concours de Miss France, vous avez donc atteint le top 15. Ouais. Est-ce que vous êtes déçue de ne pas avoir ramené d'écharpe ? Je pense que la première chose qui m'est venue, c'est la reconnaissance, parce que je sais que pas tout le monde a la chance de participer à Miss France.
Et j'ai eu un si grand soutien de tous les Polynésiens. J'ai reçu beaucoup de beaux messages et je les ai rendus fiers. Donc c'est ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui. Et sur scène, est-ce qu'il y a un passage qui vous a marqué plus qu'un autre? Je pense que c'est le tableau d'ouverture parce que c'est là qu'il y a la rencontre justement avec le public qui était au Futuroscope et les téléspectateurs. C'est pas tous les jours qu'on a des millions de téléspectateurs. Donc c'était surtout ça. Et vraiment, j'ai bien vécu cette soirée-là. Je me suis amusée, j'ai profité pleinement. Donc pas de regrets. Est-ce que vous gardez... quel est le plus beau souvenir de cette expérience? L'humain. Pour moi, c'est ce que je retiens parce que je repars avec des amis. Je pense à ma Miss Guyane, Miss Champagne-Ardenne. Enfin voilà, c'est assez incroyable. Et les rencontres que j'ai pu faire aussi en Côte d'Ivoire, c'est très très enrichissant. J'ai beaucoup appris auprès de ces personnes et j'ai été émue. Ouais, j'ai été émue. Ça marque une vie, vraiment, l'élection de Miss France. Ça marque une vie et je pense que ça transforme. Peu importe le résultat. Nous sommes tous amenés à faire face à des défis personnels et c'est ce que j'ai dû faire face aussi à plein de choses. Et en fait, c'est ça m'a transformée et bien sûr, ça me marque. Alors, beaucoup de vos soutiens espéraient vous voir dans le dernier carré. Avec du recul, est-ce que vous saviez ce qui a pu vous faire défaut? Je pense que c'est sûr que tout le monde attendait à ce que je sois dans le top 5 et moi la première. Mais parfois, il y a des choses comme ça qui se passent. On attend un résultat, mais ça ne se passe pas comme prévu. Et je ne saurais peut-être pas, je ne saurais jamais pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais je retiens une chose, c'est que peu importe le résultat, c'est une belle leçon de vie. J'ai gagné Miss Tahiti et je n'ai peut-être pas gagné Miss France. Mais même si je n'ai pas ce titre, je continuerai de faire rayonner justement mon titre de Miss Tahiti. Et un titre ne doit pas me limiter justement dans mes actions, dans les actions que je souhaite mener. Et c'est vraiment ça que je souhaite transmettre aux jeunes. C'est peu importe le résultat, on a des objectifs, mais on peut toujours continuer d'avancer. Et je reste toujours la Miss Tahiti, donc j'ai encore plein de choses à accomplir. Donc vraiment, j'ai pas de tristesse, j'ai beaucoup de reconnaissance. Alors justement, Miss France aujourd'hui, ça y est, c'est terminé, c'est du passé. Quels sont vos projets? Alors justement, j'ai encore mon titre de Miss Tahiti, donc j'ai des représentations qui vont arriver d'ici janvier. J'ai une petite pause quand même, des petites vacances s'imposent et après je continue d'aller à la rencontre des Polynésiens. J'ai quelques projets que j'aimerais mettre en œuvre, oui, avec le comité pour les jeunes. J'aimerais bien vraiment avoir quelques projets impactants avant de rendre mon titre. Donc ça va se mettre en place et j'en parlerai sur mes réseaux. Pour terminer, vous avez peut-être des vœux à adresser aux Polynésiens? Déjà, je veux les remercier. Je veux remercier les Polynésiens parce que je le dis souvent, on ne devient pas Miss seul. Et je leur souhaite justement de vivre leurs rêves et que peu importe les résultats, qu'ils continuent justement d'avancer, de rebondir et qu'ils ne doivent pas justement se laisser définir par le résultat et de garder ce mana, cette force intérieure. Et c'est ça qui m'aide à avancer. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, de belles fêtes et surtout prenez soin de vous. La vie est longue et nous avons tous plein de rêves à réaliser. Maururu. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Domingo, de nous avoir accordé du temps ce soir. Maururu. Et plus que quelques heures pour se préparer à un menu festif pour le réveillon de Noël. Pour le réussir, il y a ceux qui misent sur la tradition et ceux qui voient les choses en grand. Mais certains plats atypiques trouveront également une belle place à table pour l'occasion, comme ceux débusqués par Kaline Liénard et Patrick Sing Sing dans 2 restaurants de Papeete. Regardez. Ce n'est pas la toque qui fait le chef et Teva le confirme. Avec sa casquette fétiche et son fidèle acolyte en bandana, c'est parti pour le mariage des recettes européennes aux produits du Fénois. Ici, le taro façon risotto et son écume aux crustacés des marquises. Mais la star de ce repas de Noël, c'est elle, Tetaia o Tetai, la reine de l'océan. C'est un poisson qui est difficile à pêcher, puisque c'est un poisson des profondeurs. On le trouve comme marquise, on l'a tout simplement poêlé, rôti, et on l'a accompagné avec un risotto de taro, et ensuite une écume de crustacés, avec des langoustes à l'intérieur, des petits crabes des rochers, et voilà. Donc on a fait un mixte et on en a fait une sauce. Pour son menu des fêtes, Teva y a mis tout son cœur. Sa spécialité, le foie gras au coco. Pour Noël, il se pose sur des pancakes à la banane et il est sublimé par une touche de chutney à la papaye.
D'abord mon papa qui m'a absolument exigé d'apprendre à faire du foie gras durant mes années au lycée hôtelier. Et donc du coup j'ai voulu revisiter à ma façon en y ajoutant du coco, puisque ça donne la touche locale. Et donc voilà, donc je le macère avec un alcool de coco. Et puis ensuite je le fais cuire au torchon. Voilà comment est le résultat. Autre cuisine, autre ambiance. Ici, les fourneaux tournent à plein régime toute l'année et parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, on propose le même menu. Mais pour le réveillon, il y a tout de même des préférences chez la clientèle et Rachel les connaît bien. Par Hapéoué, il y a le canard pékin, les crevettes à l'ail, le porcelet et le tofu Hong Kong. C'est tout ce qui marche bien pour les fêtes de Noël. Voilà, et le calamar au sel, bien sûr. Si réveillon rime avec gourmand, c'est bien grâce à ces artisans et ces artistes de la cuisine qui s'activent dès les premières lueurs de l'aube jusque tard dans la soirée pour que certains puissent profiter tranquille le soir du 24 décembre. La taille au détail à la 24. Merci. Et avant de réveillonner en famille, l'association Humamero se réunit autour d'un repas. Kaline Yenard et Marcel Bonneau partagent avec les personnes handicapées ce moment convivial. Kaline, qu'avons-nous au menu ? Bonsoir Yata, et bien au menu ce soir nous avons du veau à la broche, des grillades en tout genre, comme par exemple des travers de porc ou encore des saucisses. Nous avons également du poé à la banane, du poé potiron, du poisson cru sous toutes ses formes, du poisson tempura et bien sûr en dessert la bûche de Noël. Alors sachez que ce repas du réveillon est organisé chaque année par l'association Humamero et ce sont les membres de l'association mais aussi les salariés qui préparent ce repas et donc ce repas est financé entièrement sur fonds propres par l'association Humamero. Au total, ce soir réunis autour de moi, nous avons environ 140 convives dont la moitié sont des personnes handicapées à qui l'association Humamero pense chaque année en organisant ce repas de Noël avant le jour J du réveillon de Noël pour qu'ils puissent bien profiter de ce moment ensemble et surtout l'association met en place, vous le voyez peut-être derrière moi, toutes ces décorations de Noël et ces illuminations pour que toutes ces personnes, membres et salariés de l'association puissent réveillonner ensemble pour ces fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Kaline Yenard et Marcel Bonneau pour ce point en direct depuis Arouet. Les 100 000 jeunes du pays devraient enfin être encadrés par un schéma directeur. Il a été adopté à l'unanimité par le CESEC. S'il est validé par les élus de Tarahui, ce document, le premier du genre, permettra de guider les politiques publiques sur 10 ans à partir de l'an prochain. Enfin, se réjouit Patricia Teriter Ahaumea, la rapporteure du texte et présidente de l'UPJ, est interrogée par Marcel Bonneau. Aujourd'hui, enfin, nous sommes reconnus au travers de ce schéma directeur en disant que, enfin, on reconnaît le travail qu'il faut que nous soyons à l'affût et que nous soyons prêts pour cette jeunesse qui nous regarde. Et au travers de ce schéma directeur, nous avons commencé par dire notre jeunesse est ambitieuse. Le CESEC s'est aussi prononcé sur le jour férié pour célébrer Matar Inya. Ils sont unanimes sur la valorisation du principe culturel, mais les élus s'opposent à la mise en place d'un jour férié supplémentaire. Les syndicalistes notamment proposent d'en ajouter au calendrier pour célébrer la fête de l'abondance. C'est le nouveau sport tendance grâce à la génération Z, le padel. Face à ce succès grandissant, l'AS Dragon inaugure 2 nouveaux terrains Tiperui. Il devrait permettre à ses adhérents de pouvoir s'entraîner dans de meilleures conditions. Ils sont 150 inscrits. Charles Fangloy, le président du club, est interrogé par Hubert Liao. Les inscriptions ont déjà été faites et donc on avait voulu accepter que 150 demandes et pas plus, et pour éviter de faire attendre les gens, parce que au bout de quand on a 160 ou 170 appels qui veulent s'inscrire,
Et c'est ainsi que se referme ce journal. Manuel Valls est nommé ministre des Outre-mer. C'est l'information principale de ce lundi. 18 jours après le renversement du gouvernement Barnier, le nouveau Premier ministre et Emmanuel Macron ont abouti à une composition gouvernementale. On compte 14 ministres de plein exercice, dont celui des territoires ultramarins, et 21 ministres délégués. À la une de Tahiti Info ce mardi, cette question à propos des jours fériés, nous vous en parlions dans ce journal. Matar Inya résistera-t-il au Black Friday? Et ce soir, la première vous propose des téléfilms. Merci d'avoir été avec nous. On se quitte sur ce chant de Noël interprété par la chorale de Polynésie la Première. Très belle nuit, bonne semaine et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.